Eh ben on est bon, on est bon. Alors Bibo, salut, comment tu vas? Ça va, merci, et toi-même? Ça va très bien, merci. Donc Yes. je te remercie d'avoir répondu présent pour le live d'aujourd'hui. Bah, avec plaisir, hein. Ce n'était que partie remise, donc... Ah bah c'est clair. Bon, c'est vrai avec que grand c'était plaisir. la dernière. J'aime sur mais clair. bon. Mais bon, voilà. C'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà, exactement, les aléas du direct. Mhm. Alors, je te présente, donc tu es chanteur et aussi écrivain. Oui, Donc, tu as fait un premier titre qui s'appelle Le Spleen du Guerrier dans les années 2010. oui. Et pour ceux qui veulent l'entendre, voilà. Et aussi un autre morceau un peu plus récent, on va dire, qui est l'album Résilience, volume 1. Mhm. Et là, c'est plutôt volume 2, celui-là, si je m'abuse pas. J'entends pas bien, là. Ah. Mhm. Yes. Non, Petro, c'est pas du métal, malheureusement. Mais c'est sympa aussi à écouter. Hein. Alors, si vous voulez écouter Bibo, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Merci. Baby-o. Mhm. Légal, je sais plus, ça y est, je suis perdu. Et aussi, tu as sorti un livre en 2018 qui s'appelle Résilience. Exactement. Et tu l'as auto-édité puisqu'on peut le trouver sur Amazon. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je voudrais savoir quel a été le déclic pour te lancer dans le milieu artistique. Le déclic, comme je l'ai expliqué dans mon livre, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'extrêmement solitaire, même si j'étais extrêmement sociable. J'aimais bien me retrouver dans mon monde. J'avais pas vraiment de frères, de sœurs, de meilleurs potes, tout ça. Donc, ça a un peu boosté ma créativité, en fait. Et j'aimais bien chanter, j'aimais bien dessiner. Et puis, au fil du temps, je me suis trouvé une passion qui a été la musique, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à chanter. Mais ça a fait son petit bout de chemin. Et ma première scène, je crois que je l'ai faite, j'étais en 4e. Ah oui. Donc voilà, je devais avoir 15-16 ans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire, en fait. Alors j'ai commencé par écrire en anglais, puis après j'ai écrit en français. Donc au début c'était vachement ego trip, tout ça, exercice de style. Et au final, après, je me suis rendu compte que les choses qui me touchaient et les choses dont j'avais envie de parler, c'était des choses un peu plus profondes. Donc, c'est là que j'ai été un peu plus engagé, comme on dit. Donc là, ça a pris son temps, mais je pense que quand j'ai eu 18 ans, on va dire, il y a longtemps maintenant, j'ai commencé à être un peu plus sérieux dans ce que j'écrivais. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, le thème de ton livre s'appelle Résilience, exactement. Voilà. Alors, j'ai une question à propos de ça. La résilience, une arme positive contre la tristesse et la dépression. Qu'en penses-tu ? Je trouve que ça résume assez bien ce que j'ai envie de faire passer comme message dans l'écriture de ce livre, dans le sens où effectivement on traverse tous des épreuves dans sa vie, qu'elles soient familiales, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, etc., qui à un moment donné peuvent modifier le cours de notre existence,
qui peuvent modifier notre réflexion, notre vision de la vie de manière positive ou négative. Donc mon expérience, aussi petite soit-elle, voulait démontrer que quelle que soit l'expérience qu'on traverse, on peut en tirer quelque chose de positif à partir du moment où on l'analyse de manière positive en fait. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain malheureusement, hein, mais je pense que ça permet de prendre le recul nécessaire pour pouvoir appréhender, j'ai envie de dire, appréhender la vie le mieux possible en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi et j'ai toujours, alors je ne sais pas si c'est le sort ou quoi, mais j'ai toujours essayé de m'entourer, ou en tout cas j'ai toujours été entouré par des gens qui traversaient des choses extrêmement complexes, parfois extrêmement dures, et qui du coup avaient besoin de trouver des solutions. Et je pense que là où moi personnellement je me suis réalisé, c'est pouvoir analyser la manière dont elles pouvaient rebondir et pouvoir m'en inspirer pour mes propres épreuves. Et en tirer les leçons qui, une fois que les années ont passé, m'ont permis de pouvoir partager mon expérience tout simplement. D'accord. Alors, est-ce que ce livre, ça sera suivi d'un autre livre sur le même thème ou ça va être un one-shot? Je pense, en fait, dans ce livre que j'ai voulu indiquer que la résilience était quelque chose qui... c'était pas pour moi un buzz, en fait. C'est-à-dire que, bizarrement, c'est vrai que c'était avant que je commence à écrire le livre, j'avais entendu le mot résilience dans une série. Et c'est vrai que ça m'est resté, j'ai cherché la définition, j'ai cherché un peu tout ce qui... Avant même que les gens en parlent aussi librement en fait. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à écrire le livre et quand j'ai commencé à en parler, bizarrement, un concours de circonstances a fait que c'est un mot qui s'est un peu démocratisé et qui est arrivé un peu dans le langage, dans le commun, dans l'opinion publique en fait. Et j'ai voulu écrire dans ce livre que pour moi c'était pas un buzz, je voulais pas surfer sur la vague. Et en fait tout ce que je fais, que ce soit musicalement, que ce soit dans l'écriture d'un livre, donc si deuxième livre il y a, là j'ai une idée de roman, mais ça tournera toujours autour du thème de la résilience, je pense. Si je continue ou si je fais un projet musical, quelque part, il y aura toujours cette idée de résilience. Après, ce ne sera pas forcément aussi frontal, ce ne sera pas forcément aussi ouvertement expliqué ou comment dire. J'en parlerai pas aussi ouvertement peut-être, mais ça fera toujours partie de mon mécanisme de réflexion en fait dans ce que je compte produire. D'accord, plus subtilement, quoi. Le thème sera glissé plus subtilement. Voilà, exactement, tout à fait. Ok. Alors, partie 2. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais livrer, qui t'a interpellé ces derniers temps, ou dont tu aimerais débattre, enfin pas débattre, mais en parler? Alors moi je suis pas très fan de parler des sujets du moment entre guillemets, dans le sens où chacun a son opinion et je la respecte. Et après sur internet j'aime pas trop débattre. Par contre, pour répondre à ta question, il y a quelque chose qui moi m'a interpellé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la difficulté maintenant qu'ont les gens à, je sais pas ce que tu en penses, tu me diras ton avis, mais la difficulté qu'ont les gens maintenant à communiquer verbalement, dans le sens où on est obnubilé par tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est
message rapide, en fait. Je te dis un truc, est-ce que tu es là, est-ce que tu réagis immédiatement? Si tu réagis pas immédiatement, je passe à quelque chose d'autre, ou je passe à quelqu'un d'autre, ou je passe dans un autre, dans une autre sphère, ou dans un autre groupe de discussion. Même quand tu es sur ton portable, tu peux être sur WhatsApp, bim, tu reçois un truc sur Instagram d'une personne qui a rien à voir avec ce que tu es en train de faire, et ça te plonge dans un autre univers, et du coup, tu n'es plus forcément concentré sur ce que tu étais en train de faire, en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que dans les relations humaines, les gens ne se donnent plus le temps de travailler les relations humaines. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils se donnent plus le temps de... S'il y a une incompréhension entre deux personnes, dans la vraie vie, c'est plus facile de zapper, de fermer une conversation, que de rentrer dans un dialogue, viens, on prend une pause et on va discuter de notre problème, en fait, pour régler et passer à autre chose sereinement. Et du coup, je trouve qu'il y a énormément de relations un peu tronquées et un peu, gangrénées par ce genre de choses, par des gens qui du coup sont dépassés par les réseaux sociaux, et qui du coup, les réseaux sociaux ont tellement envahi leur vie que leur mode de fonctionnement en est totalement imprégné, en fait, et pas forcément dans le bon sens du terme. Alors je sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, je suis d'accord. C'est vrai que bon, je suis un peu dans ce que tu dis là. C'est ce qu'on pourrait appeler dans l'immédiateté, c'est-à-dire on t'envoie un message dans la seconde, faut que tu répondes. Exactement. Alors que bon, après, ça dépend des gens. Moi, après, ça dépend vraiment de la personne. Je peux répondre tout de suite, ou alors je me dis, bon, je vais répondre je laisse un petit temps, mais je réponds parce que je peux répondre, j'ai le temps de répondre, mais si je suis occupé, je réponds juste après. Et après, comme tu dis, oui, les relations aussi, elles sont un peu tronquées, faussées, à cause en partie des réseaux sociaux, parce que voilà, les gens, bah, il y aura plus, ils sont plus par les images, ou ils veulent plus communiquer. En fait, ils arrivent plus facilement à communiquer sur les réseaux. Ils ont oublié de communiquer dans la vraie vie, alors qu'ils communiquent plus facilement dans les réseaux, et ils sont au milieu en disant, ah tiens, lui, il est comme ci, il fait comme ça, je vais lui parler, tac, parce qu'il fait ça. Ah, il a la même passion que moi, donc je vais lui parler, et on va échanger sur plein de trucs. Exactement. Il y a ça. Et même aussi avec les images, et pour le constater, les gens, bah, ils mettent une image d'eux en vacances ou quelque chose d'exceptionnel, bah, les gens, ils arrivent plus facilement à communiquer avec des gens qui ne connaissent pas avec les réseaux qu'avec des personnes. Tout à fait. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ils ont plus tendance, les gens sont plus habitués à faire un commentaire que rentrer dans un débat, en fait. C'est-à-dire que bah, tu le vois surtout sur tout ce qui est sur tout ce qui est sensible, tout ce qui est troll, et tout ce qui est les gens, les sujets sensibles, le racisme, le truc comme ça, les sujets où effectivement les gens ont des opinions très arrêtées, ils vont juste mettre un commentaire sur le sujet. Ne serait-ce soit que pour provoquer la personne, soit pour lancer un pavé dans la mare, mais ils reviennent pas forcément après pour en discuter, en fait. C'est-à-dire que là, moi je vais tomber sur ce truc et je vais avoir envie de réagir et avoir envie de creuser, en fait, de discuter avec la personne, de savoir ce qu'elle veut dire par là, en fait. Et malheureusement, la discussion tourne court parce que les gens ne sont plus dans la discussion, ils sont dans le commentaire, dans le jugement, le plus abrupt possible, en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup ça ternit énormément les relations et ça nous divise plus que ça nous rassemble, en fait. C'est clair, exactement. Et ça, comme tu dis, pour n'importe quel sujet. Et même, tu penses arriver au bout de la discussion, et puis non, finalement, ça revient en trolley, quoi. Exactement, c'est intéressant ce qu'il dit Petrovskib, pardon, je suis navré d'écorcher le nom, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que on est plus, on se focalise maintenant plus sur ce qui provoque, et malheureusement c'est presque toujours le même type de personnes qui sont
en tout et pour tout pas extrêmement nombreux, mais qui du coup font tellement de provocations, et c'est toujours de faire un truc qui va entre guillemets niquer le délire, que au final ça décourage en fait. Et on se focalise plus sur la provocation elle-même que sur tout le débat qui peut en découler en fait. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Exactement, et c'est toujours, on se focalise plus, comme tu dis, sur... on fera plus attention aux trollers qu'aux mecs qui vont apporter une vraie discussion. Tout à fait. Exactement. Et puis au final, on va se souvenir plus du troller, à la fin on va se dire, ah tiens, t'as vu l'enfoiré, il a dit... il nous a cassé le délire, et voilà. Exactement. Alors que à la base, même si le truc ne plaît pas forcément à tout le monde et vient juste pour provoquer, on peut partir de ce point de vue-là et créer vraiment une discussion intéressante en fait. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Il ne faut pas se mentir, on juge tous à un moment ou à un autre. Ceci étant dit, les gens en face ne débattent pas. Et c'est exactement ce que je dis. C'est ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir pour faire un commentaire sur quelque chose, donner leur avis et rester là pour en discuter. D'autres, et ceux qui sont là pour entre guillemets foutre la merde, vont juste mettre un commentaire. Ça va exciter tout le monde, mais eux ils sont plus là. Ils ont juste mis leur truc et ils se barrent en fait. Ils reviennent presque jamais, tu vois. Et je vois surtout ça, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je passais des soirées à répondre à des commentaires racistes sur lepoint.fr, sur l'express.fr, etc. Parce que ça me révoltait que les gens puissent avoir autant de liberté à parler aussi librement et à ne pas discuter en fait. Et malheureusement, je me suis dit ça sert à rien, parce que soit c'est des gens qui viennent juste pour provoquer, alors que s'il faut ils disent ça mais juste pour créer le débat lui-même, et eux ils s'en vont, tu vois, mais c'est avec eux qu'on veut avoir le débat, c'est ça l'histoire. Exact. Tiens, j'ai dit à mon collègue que quand il parle, j'ai l'impression de parler à Twitter. Ah. Oh là là, faut même pas me lancer sur Twitter. J'y vais même plus. J'y vais même plus parce que j'ai l'impression que c'est de la haine gratuite en fait. Et il n'y a aucune réflexion. Contrairement à Facebook où je trouve que c'est un peu plus l'expression est un peu plus étoffée. Twitter c'est 140 caractères, les gens ils doivent dire un maximum de choses, et j'ai l'impression que c'est la course au truc qui sera le plus retweeté en fait, tu vois. Ouais. Et plus ça choque, plus ce sera retweeté en fait. Plus la personne elle va dire ah ouais putain c'est un truc de fou ce qu'il a dit, ah pim je vais le partager. Alors que sur Facebook les gens ils partagent moins, ils vont pas forcément partager des statuts, ils vont partager des liens, des clips, des articles, des trucs comme ça, mais c'est plus pour le partage et pour l'information et pour partager un truc à leur propre communauté plutôt que de créer un buzz en fait. Ouais, exact. C'est vrai que Twitter, c'est vrai que c'est en plus une course à celui-là qui a la meilleure phrase ou la meilleure pas la meilleure information, mais le meilleur buzz possible de communication. Exactement, tout à fait. Je n'ai pas de compte Twitter, c'est simple. Ouais, après, voilà, Twitter, de toute façon, les réseaux sociaux, je vais dire, ça peut être utile. Bon, moi, j'ai carrément Twitter, Facebook, Instagram, mais c'est parce que je trouve une utilité par rapport, pour la promotion de mes bouquins, ou voilà, mais sans ça, je pense que si je n'aurais pas, après, c'est chacun son avis, mais je pense que si je n'aurais pas eu ça à faire, à la rigueur, un Facebook m'aurait suffi. Exactement. Mais après ça, le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'en plus, comme tu dis, ça change la façon de parler avec les gens et tout, mais c'est aussi chronophage.
C'est aussi chronophage, exactement, exactement. Tu peux facilement perdre une nuit ou perdre une journée ou même te mettre en retard sur tes propres deadlines juste parce que tu es sur un réseau social en fait et que tu as envie d'aller jusqu'au bout de ce que tu es en train de regarder en fait. Et c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que bah justement je parlais à la personne qui est en train la dernière personne là, Madame Tetmar, en lui disant que je me suis forcé au bout d'un moment à ne plus regarder les vidéos qu'on m'envoyait. Parce que il suffit juste, pour toi c'est facile, ça prend 10 secondes, tu transfères à tous tes contacts, mais nous quand on va regarder la vidéo, ça va nous prendre 5 minutes. Et si on est un tant soit peu, entre guillemets, respectueux, tu vas répondre à la personne qui t'envoie la vidéo. Et limite, tu vas enchaîner, tu vas engager un débat par rapport à ce qu'elle t'a envoyé, parce que la personne a pris le temps pour t'envoyer un truc, donc tu vas réagir à ce qu'elle t'a envoyé. Et du coup, tu peux prendre facilement une demi-heure de ton temps, alors que toi, tu étais déjà en train de faire un truc. Et c'est pour ça que maintenant, je ne regarde plus les vidéos qu'on m'envoie. Je préfère moi-même aller chercher l'information ou m'accorder le temps nécessaire pour regarder les trucs qu'on m'envoie. Mais sinon, non. Enfin, j'essaie justement de m'éloigner de tout ce côté chronophage, en fait. Parce que sinon tu perds vite des journées. Le temps passe. Plus on vieillit, malheureusement, et plus j'ai l'impression, moi, que le temps il passe vite. Donc il faut savoir compartimenter les trucs, en fait. C'est clair. Bon, eh ben, en tout cas, si vous voulez réagir, vous pouvez. Yes. Donc, vous pouvez réagir aux commentaires, donc vous pouvez laisser un petit message, on le lira, il n'y a pas de souci. Puis si ça peut relancer le débat, il n'y a pas de souci. Alors, on va relancer. On va passer à la troisième partie. Yes. Que tous les talk shows nous envient. C'est le sommaire. Yeah. Bon, c'est en fait la première question. J'ai eu, on va dire, quelquefois des satisfactions. La première question, j'ai eu quelques satisfactions, mais je l'aime bien la poser celle-là. Alors. Je n'ai aucun souci avec le fait que les gens ne me fassent pas de retour sur ce que je leur transmets. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le souci, après, moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que quand j'envoie un truc à quelqu'un, je l'envoie pas juste pour dire tiens, regarde quand t'as le temps. Non, je l'envoie pour qu'on ait un débat, en fait, et pour qu'on puisse en discuter. Quand je t'envoie un son, par exemple, quand j'envoie un son à un pote, ou quand je lui parle d'une série, on va s'arrêter, on va discuter. C'est pour ça que, du coup, moi, quand on m'envoie un truc, soit je réponds pas de suite et je prends le temps pour revenir vers toi et en parler, soit j'ai pas le temps et je regarde pas, en fait. Et du coup, vu que j'ai plein de contacts différents, de groupes différents qui peuvent m'envoyer, surtout, on a eu une période au début du Covid où les gens, ils t'envoyaient tout et rien, toutes les vidéos qu'ils recevaient, ils te l'envoyaient, en fait. Et tu pouvais te réveiller un matin et avoir 10 messages et t'as l'impression qu'il s'est passé un truc, mais en fait non, c'est juste des vidéos de pseudo-médecins par exemple qui te disent que il faut absolument faire ceci ou faire cela parce que sinon on va tous mourir, blablabla, et ça devient anxiogène. Et malheureusement on peut pas se laisser emporter et rentrer dans ce truc-là, parce qu'au final, si tu commences à faire ça toi-même, tu inspires ton voisin à faire la même chose, et on finit tous par, on va tous faire des cercles. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis anxiogène anonyme. donc voilà, moi j'ai pas vraiment envie de me retrouver dans ça, donc j'ai envie vraiment d'avoir des discussions avec des gens, des discussions saines avec des gens sur des sujets précis, et que ça puisse avoir une incidence et sur la vie de la personne qui me contacte et sur ma propre existence à moi aussi. Bon, après c'est un peu plus existentiel, mais c'est vraiment comme ça que j'appréhende les choses, et j'ai pas envie juste d'être sur un réseau social pour être sur un réseau social et partager plein de trucs parce que voilà. Donc voilà, c'était juste mon point de vue.
Petrovski, moi de toute façon personne ne regarde mes vidéos. En fait, je suis en mode du cul dans tes vidéos, comme ça on va en parler. Tu sais que c'est ça qui marche de toute façon. De toute façon, Oui. C'est le cul, c'est la drogue, c'est la violence, c'est la provocation. Donc à un moment donné, il va falloir rentrer dans le game. C'est clair. Mais bon, après, faut se dire un truc, c'est que malheureusement, avec ce genre de vidéo, tout le monde peut regarder. Quand je dis tout le monde, ça peut être tout le monde. Hein. C'est ça. Il faut choisir son auditoire. Ouais, non, moi je veux pas essayer. Hein. Je veux avoir pas de problème. Yes. Alors, parfois on n'est pas disponible au même moment, c'est juste ça, si c'est un son que tu as fait, un ouvrage que tu as écrit. Ah bah ouais, oui voilà. En fait c'est ça, c'est bien résumé, c'est si tu fais quelque chose que toi tu as créé, c'est plus simple, la personne va prendre plus le temps à voir ce que tu as fait que si c'était une vidéo, on va dire, autre vidéo chronophage, quoi, une vraie vidéo chronophage. Exactement. Bon, après, moi, j'ai jamais été très commercial. Donc, j'ai toujours pris le parti de, à partir du moment où j'ai un réseau social et qu'il y a des gens qui me suivent, et j'ai cette chance d'avoir des gens qui me suivent pour ce que je fais artistiquement, j'aime pas envoyer des trucs personnellement. Je préfère mettre les trucs sur mon réseau et que un peu comme sur un site internet en fait. Il y a une époque, les gens ils t'envoyaient, soit ils faisaient une newsletter, tu t'inscrivais à leur newsletter si tu voulais avoir un message personnalisé. Sur leur page, entre guillemets, sur leur site internet, et à partir du moment où toi tu es un fan, entre guillemets, ben, tu vas toi-même chercher l'information. Je me rappelle, je passais des après-midi quand j'étais jeune dans les cybercafés, juste pour savoir c'était quoi le dernier son, c'était quoi le dernier clip. J'avais pas forcément besoin que les gens viennent inonder ma boîte mail pour aller chercher les trucs que j'aime et les trucs qui m'intéressent. Et malheureusement, le fait que on est rentré dans ce système-là, les gens ils attendent juste que tu leur envoies le truc, sinon ils vont pas le chercher, tu vois. Et du coup maintenant, on sait plus vraiment. Enfin, pour moi ça a changé totalement la donne parce que entre guillemets, si tu harcèles pas les gens entre guillemets, ou si tu leur vas pas leur apporter dans leur boîte aux lettres l'information que tu veux qu'ils voient, eh ben malheureusement ils la regarderont pas. Et c'est dommage parce que du coup on devient extrêmement passif, on attend juste que l'information arrive, sinon voilà, et moi j'ai pas envie d'être comme ça. Donc tous les trucs qui m'intéressent, je m'accorde du temps dans ma vie ou dans ma semaine ou dans ma journée pour pouvoir aller chercher cette information. Là par exemple avec Madame Tetmar, on est sur des sujets plutôt panafricanistes et je sais que moi quand je m'accorde du temps dans la semaine pour étudier cette question et aller chercher l'information, aller chercher de nouveaux sites, aller chercher des trucs. J'attends pas forcément d'être dans un groupe et que quelqu'un mette un statut et que, tu vois, je vais chercher l'information. Et voilà, et du coup, je suis plus sensible à ce que moi je trouve qu'à ce qu'on m'envoie, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais, en fait, on a un peu pareil, c'est-à-dire que quand on veut une information, on va la chercher... Parce que sur un groupe, ça met du temps, déjà. Exactement. Et puis on n'est même pas sûr que l'info est vérifiée en plus. Alors exactement. Que si c'est toi qui vas chercher, toi tu peux vérifier l'info, tu peux regrouper, donc... Tout à fait. Allez, bon. allons sur ton interview. Allons sur le questionnaire. Première question. Yes. Dis-moi. La qualité que tu envies à ton pire ennemi. Alors, j'ai pas énormément de pire ennemis, mais j'ai envie de te dire, j'admire énormément les gens qui font du mal et qui s'en battent les couilles, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas leur dire, ou quand ils se rendent compte qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, en gros... Moi, je suis un gentil, entre guillemets. Donc, du coup, ça peut me faire réfléchir. Et je me dis, peut-être je suis allé trop loin. Mais il y a des gens, ils s'en battent les steaks, de ouf. Et pour eux, limite, advienne que pourra. Hein. Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Et malheureusement, je trouve que il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça. Et c'est un peu le délire de Twitter, en fait. T'as l'impression que les gens, ils sont là, ils balancent leur méchanceté et ils se barrent, ils s'en foutent. Et ça, je trouve que
c'est quelque chose, franchement, tu t'endors le soir et tu te dis, ouais, voilà, j'ai lancé un truc, ça a fait un bad buzz de ouf, mais je m'en bats les couilles, en fait. Et ça, je trouve ça ouf. À mon avis, petite parenthèse, à mon avis, c'est parce qu'ils sont anonymes, tu vois, la plupart qui disent ces méchancetés-là, ils se disent, tiens, on est anonyme sur Twitter, on peut balancer des... Ouais, mais anonyme ou pas, tu sais ce que tu fais. Donc quand tu mets un truc, tu continues ta journée, soit le monde continue à tourner, mais toi tu sais que tu as mis un truc qui a rendu folle la toile, tu vois. Donc à un moment donné, comment tu gères le truc, toi? Est-ce que du coup ça devient un taf ou une passion ou un hobby de balancer des insanités ou de critiquer ouvertement et sans fondement des trucs? C'est un peu comme les gens qui vont aller sur YouTube, tu vois. Avant, je disais aux gens, oh, on n'est pas sur YouTube, parce que c'était vraiment le truc de YouTube, en fait. C'est-à-dire que les gens, quand ils voyaient un clip, ils mettaient juste c'est nul et ils se barraient, en fait, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est pas constructif comme commentaire. Donc après, il faut de tout, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas constructif. Donc à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit, les gens de YouTube, il faut absolument les éviter comme la peste. Mais malheureusement, du coup, on se rend compte que ces gens-là, ils sont un peu partout. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur TikTok, ils sont sur Snapchat, ils sont partout, en fait. Et maintenant, ils réclament leur place, en fait. Ils réclament, ça devient, comme on le disait tout à l'heure, ça devient vraiment un buzz et les gens surfent sur ça. Et moi, je trouve ça ouf de se dire qu'on est sur le net pour ça, en fait. Je trouve ça ouf. Ouais, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, ça me fait flipper. Oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, oui, c'est vraiment, comme dit Madame Tetmar, je pense que c'est vraiment une maladie, en fait. Mais j'avais mis un statut en début de semaine où je parlais effectivement de la méchanceté et forcément je me demandais d'où vient la méchanceté. Est-ce que c'est un truc, est-ce qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants, ou bien est-ce qu'il y a ou bien ça vient, enfin moi j'ai mon avis sur la question, pour moi ça vient forcément de quelque part. Il y a toujours une cause à effet, tu vois. On se lève pas un peu comme on dit personne n'est raciste. Eh ben il y a toujours une expérience qui fait que en fonction de comment tu as géré la situation, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, ça modifie ta vision de la vie et du coup tu vois les choses d'une certaine façon et tu te comportes avec les gens d'une certaine façon en fonction de comment tu as résolu l'épreuve que tu as vécue, tu vois. Et j'avais lu un truc par rapport à Hitler à une époque où apparemment le gars il était sorti avec une juive ou une renoise, je me rappelle plus, bref, et que du coup j'avais juste vu cette information et je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est pas le fait que c'est une relation qui s'est mal passée et qui a du coup l'a fait basculer, en fait. Et on saura jamais de toute façon. Mais de toute façon, je pense que après tu le vois toujours dans les films, hein, quand ils te font des flashbacks sur pourquoi il y a la guerre dans tel pays, tu te rends compte que au final des fois c'est parti d'un petit truc et les gens ont fait des montagnes et le pouvoir aidant, ça a fait des trucs de ouf et c'est devenu une guerre. Et malheureusement, je trouve que beaucoup de gens se servent de ça parce que, enfin, comment dire, pas se servent de ça, mais du coup ça rejoint un peu ce que je disais, ils ont tellement plus l'habitude de régler les problèmes ou de prendre le temps d'essayer de régler leurs problèmes que du coup ça devient le prétexte pour pouvoir se venger, pour pouvoir comment dire, faire du mal entre guillemets, pour pouvoir eux évacuer leur propre frustration, et c'est dommage. Alors la deuxième, elle est sympa. Le défaut auquel tu es habitué chez toi, auquel tu es habitué chez toi. La procrastination. Ah ouais, moi je suis un mec, je remets toujours au lendemain. Mais le pire c'est que je vais me trouver des excuses et je me dis ah ouais frère, t'as raison. Oui, c'est bien ça, oui. Tu vas pas aller au sport aujourd'hui parce que t'as un truc super plus important à faire. Donc ça c'est un truc et au final je m'y habitue. Je travaille dessus mais je m'y habitue. D'accord.
Alors celle-là va faire du mal, tu peux perdre des amis ou des membres de ta famille. Le pire cadeau qu'on t'ait offert. Non, j'ai pas de pire cadeau qu'on m'ait offert, non. Non, sans vouloir faire le mec qui prend tout bien, mais j'ai pas vraiment de... Non, les gens ont toujours été assez intelligents dans ce qu'ils m'offraient. donc, du coup, j'ai vraiment pas de problème avec ce qu'on m'a offert. D'accord. Alors, cocktail au bord d'une piscine ou bière au pub? Cocktail au bord d'une piscine. Ouais. Yes. Alors, bon. Ligue 1 ou Première Ligue? Je suis pas foot. Je disais ça à ma mère hier. Elle me dit, mais comment tu es au courant des résultats des équipes, tu vois, le Bayern de Munich, tout ça là. Ben, en fait, il suffit de s'abonner et d'activer les notifications de 4-5 potes et t'as pas besoin de regarder un match. Hein. Les gens, dès qu'il y a un truc de ouf, ils vont mettre un statut et bim, tu reçois la notification. Donc en gros, ça me fait gagner du temps. Alors, la 6, voiture ou moto? Voiture en passager. Voiture passager. Voiture en mode passager. Mais quoi, j'aime bien la moto, mais ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Donc du coup, je préfère me faire conduire. D'accord. La 7e, pâte à tartiner ou beurre? Nutella. De quoi me parles-tu? Nutella. Si j'étais fou, j'irais chercher le truc, même parce que tu m'as chauffé là, mais Nutella sans... Tout de suite, sans hésiter. Tout de suite. Ah mais c'est vrai que je pourrais dire Nutella ou beurre, puisque bon, on n'est pas sur la télé, donc on peut citer. Ouais, voilà, tu peux, allons-y gaiement, Nutella. Voilà, Nutella, ok. Et la dernière, fromage ou dessert? Dessert. Je suis pas forcément produit laitier, mais dessert, fruits, glace, tout ce qui est sucré, malheureusement. Ok, très bien. Eh bien, merci Bibo en tout cas. Est-ce que tu as des projets? Merci à toi. Écoute, pour le moment, je me laisse vivre. Comment dire, artistiquement parlant, Résilience a pas mal tourné. Donc, du coup, je surfe encore un peu sur la vague. Il y a des gens qui me parlent encore de ça. Après, mon but, c'est vraiment de créer une émulation autour de ce mouvement Résilience pour que ça ne devienne pas qu'une tendance, en fait, que les gens intègrent ça comme un fonctionnement et un truc de développement personnel, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, tout ce que je ferai avant et tout ce que je ferai après, ce sera dans ce sens de promouvoir ce mouvement-là, en fait. Donc je prends le temps, j'ai pas de projet prédéfini, j'ai pas de deadline pour le moment, mais quand ça arrivera, j'espère que les gens y prêteront attention, comme ils ont prêté attention à Résilience. Et toi-même? Oui. Et toi-même, les projets? Ah bah écoute, là je suis en train d'écrire un 4e bouquin, donc mon premier roman. Yes. Oh, lourd. Donc, comme on parlait de procrastination, ton défaut auquel tu t'y habitues, je suis un peu de ce style-là. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis, bon, alors moi, c'est pire. Hein. Moi, c'est pas le sport ou quoi que ce soit, c'est, ah tiens, il y a un truc à la télé, tiens, si je regarde, ou alors, ah tiens, c'est quoi cette vidéo? Et puis tu me dis, ah, mais c'est quoi cette vidéo-là? Ah, mais tiens. Donc voilà. Mais après, je me rattrape. Mais je me rattrape toujours en faisant... une journée sur le livre, quoi. Mais donc voilà, là en ce moment c'est le bouquin. Ouais. Puis aussi j'écris d'autres projets, mais c'est des projets qui ne seront pas en livre. Enfin voilà quoi, donc toujours des pitchs, des idées de scénario et tout. Et puis aussi ça me prend pas du temps, mais en une journée c'est bon, c'est la préparation du live. Yes. Donc voilà, et là pour le moment, on va dire que tu es l'un des derniers pour ce moment, parce que là,
pas d'invité prochainement. Ok, d'accord. Voilà. Donc Non, voilà, je suis le clou de la saison. Voilà, exactement. Mais il y aura une saison 2 parce que ça plaît, enfin, quand j'en parle Non, comme ça, franchement, ouais, c'est inspirant. C'est vraiment inspirant, donc c'est cool. donc voilà, les gens aiment bien. Donc bon, il y aura une saison 2, donc après il faudra relancer des invités, et puis voilà quoi. Et il y aura un nouveau questionnaire. Yeah. Ok, ça marche, pas de souci. Bah, de toute façon, on se tient au jus. Merci à toi pour l'invitation, à moi qui ne fais jamais de live. C'était une belle expérience. C'est la première fois que je reste plus de 3 minutes en live. Donc merci à toi, merci aux gens qui sont intervenus. Ça a créé un peu de mouvement dans la discussion, donc c'est mortel. Et après, beaucoup de soutien pour tes projets, pour le livre, pour les lives. C'est vraiment cool ce que tu fais. Ça permet de parler à des gens aussi à qui on ne parle pas tout le temps. Alors que nous deux, on se connaît déjà depuis extrêmement longtemps. Et c'est vraiment la première fois qu'on parle aussi frontalement, donc c'est cool. Exact, ouais. Merci pour ça. Là, je te remercie encore d'avoir répondu présent et d'avoir dit bon, bah, on remet ça. Alors que le live de la semaine dernière était un peu chaotique. Ouais, j'ai vraiment cru que le problème il venait de moi, du coup. Ah non, c'était moi apparemment. J'avais un truc, mais là ça va, ça passe bien. Ok, bon, ben n'hésite pas alors. Si besoin, on le refait. Je vais être dans toutes les saisons. Ouais, y a pas de souci. Tu peux venir. Je te fais une carte membre à vie. Yeah. Ok, ça roule, pas de souci. Bon, force à toi. Et puis, à très vite, hein, Samy. À très vite, ça marche, Bibo. Yes, merci. Ciao. Yes, peace. Alors, nous avons question à marcher, je suis content. Je vais prier les dieux de la télé tout le temps. Alors, merci à tous d'être venus sur le live. Comme je l'ai dit, pour le moment, il n'y a pas d'invité pour la prochaine fois, mais on y travaille. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end, et à très vite. Ciao.